Bonsoir à tous. Alors, l'idée que je souhaite partager avec vous ce soir est que nous sommes tous construits de désir de travail et que le décrypter nous aide à vivre en accord avec nous-mêmes. Et je souhaite vous montrer que les premiers à s'y intéresser devraient être les chefs d'entreprise. Alors, le désir de travail, c'est pas « Waouh, chouette, je vais travailler ce matin », même si ça existe, hein. Si, j'en ai rencontré. Alors, je vous l'accorde, c'est pas la majorité. Et puis, en plus, ils osent pas trop le dire parce que ça pourrait être mal vu. Autre petit malentendu à écarter immédiatement, le désir de travail n'a rien à voir avec le désir amoureux ou sexuel au travail. Dans ce cas, le travail ne fait que lieu de rencontre. Le désir de travail, c'est le moteur de notre action qui nous pousse à réaliser quelque chose dans la vie. Et parfois, il est malmené. Et là, c'est difficile de se lever le matin pour aller travailler. Dans le pire des cas, on peut avoir un burn-out, on peut avoir une maladie ou même une tentative de suicide. Pour ne pas en arriver là, il y a urgence à regarder de plus près notre désir de travail. Alors, c'est une théorie qui a été développée dans les années 90 par Gilles Arnaud et Roland Guinchard. Et désir signifie ici un manque à combler qui nous pousse malgré nous à faire quelque chose de notre existence. Et je dis bien malgré nous, parce que quand on vous pose la question pourquoi on travaille, on répond pour gagner notre vie, pour subvenir aux besoins de notre famille, ou même pour partir en vacances. Eh bien, la théorie renverse totalement cette vision, en affirmant que le travail est une nécessité pour l'homme et pour notre construction psychique, tout autant que l'amour. Et ce besoin irrépressible, cette pulsion est à l'origine de l'énergie qui nous pousse à agir chaque jour dans le monde. Alors cette conception rejoint d'ailleurs celle de Christophe Dejour, un éminent chercheur qui a postulé la centralité du travail, selon laquelle le travail est constructeur de notre psychisme et de notre identité tout entière. Pour l'illustrer, imaginez Gabriel, il est alpiniste. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui peut bien pousser Gabriel à gravir des montagnes alors qu'il sait parfaitement qu'il va en baver? Eh bien, le désir pulsionnel de gravir des montagnes se serait développé chez Gabriel depuis l'enfance, au contact de ses parents, de ses éducateurs, de son milieu environnant, à l'image de l'épigénétique, où le milieu influence l'expression des gènes. Et cette pulsion, nommée dette paternelle, se développe avec une orientation et une intensité propres à chacun. Et puis tout au long de son ascension, le désir de Gabriel serait soutenu par 3 piliers. D'abord, une vision, celle de s'imaginer arrivant au sommet, forme d'idéal nommée rêve mégalomane. Et puis son parcours sera semé d'obstacles, froid, fatigue. C'est le pilier des contraintes, nommé fantasme du labeur. Et puis, chaque obstacle franchi sera une victoire qui lui redonnera courage. C'est le pilier des réalisations, nommé haine du désir. Alors, il est appelé ainsi parce qu'on ne supporte pas l'idée que nos réalisations soient le fruit de nos pulsions inconscientes et non de notre volonté consciente. Et puis notez bien que le fantasme du labeur est tout aussi important que les 2 autres, car on savoure d'autant plus une réussite que le niveau de difficulté était élevé. Alors, vous allez me dire, non mais n'importe quoi! Le travail ne peut pas être un besoin fondamental, essentiel à la construction psychique de chacun, puisque tout le monde ne travaille pas. En fait, le concept de travail dépasse ici largement celui d'emploi ou de profession. Il s'agit de toutes les actions qui définissent notre rôle dans la société, notre empreinte dans le monde. Et donc, le désir du travail nous concerne tous sans exception. La personne au foyer qui éduque ses enfants, le retraité qui apporte ses compétences à la communauté, et même la personne sans emploi qui mène ses actions de recherche. Personne n'échappe au désir de travail. C'est une énergie puissante, inconsciente, et dont le contenu est le fruit d'une combinaison bien spécifique à chacun, tout comme notre ADN. Alors, mais ensuite, la société valorise certaines activités plutôt que d'autres. Et certains, par conformisme, vont s'engager dans une voie qui ne correspond pas à leurs besoins fondamentaux développés depuis l'enfance, générant à la longue de la souffrance au travail.
pour être épanouis dans ce qu'on fait. Apprenons à sortir de ce carcan imposé par la société. Pour d'autres, la conjoncture économique les amènera à accepter un métier qui ne correspond pas à leurs désirs. Et puis, en dehors de tous ces cas d'inadéquation, le désir de travail fait l'objet de nombreux types d'agressions, telles que la qualité de travail empêchée, qui attaque le rêve mégalomane, ou la surcharge de travail, qui nuit au fantasme du labeur, ou bien encore l'absence de reconnaissance, qui agresse la haine du désir. Et ce ne sont que des exemples. Alors la souffrance au travail, et le burn-out en particulier, font l'objet d'un nombre croissant de recherches scientifiques au niveau international. Et depuis 1975, date de la première publication sur le burn-out, on recense 4488 articles sur le sujet. Et je me suis demandé combien, parmi ces 4488 articles, s'intéressaient au burn-out des entrepreneurs. Alors, je ne sais pas, peut-être parmi vous, y a-t-il des entrepreneurs ? Ou certains projettent de le devenir en créant une micro-entreprise ou une PME? Ou bien avez-vous parmi vous des proches qui sont entrepreneurs? Eh bien, donc la question est de savoir quel intérêt la recherche porte au burn-out de cette catégorie de travailleurs. Donc j'ai cherché parmi les 4488 articles et j'en ai trouvé 6. Donc ça représente 1,3 pour 1000 des 4488 articles, sachant qu'au dernier recensement de l'INSEE, il y a 4 millions d'entreprises de moins de 250 salariés en France, donc à peu près autant de chefs d'entreprise, et ça représente 13,5% de la population active. Donc 1,3 pour 1000 des recherches et 13,5% de la population active. Si on se place maintenant sur un terrain opérationnel, on s'aperçoit que lors des interventions en entreprise sur la souffrance au travail, le chef d'entreprise est impliqué en début de mission, il est impliqué lors de la restitution, en fin de mission, mais en général, entre les deux, rien. Je vous renvoie aux travaux de thèse de Nadège Guidou. Alors pourquoi ce désintérêt pour le vécu du chef d'entreprise et puis cette omission d'implication dans les interventions? Alors en fait, la réponse peut sembler évidente parce que le chef d'entreprise est le décideur. Donc lorsque les salariés souffrent au travail, c'est lui à juste titre qui le met en cause. Et d'ailleurs, le Code du travail lui assigne une obligation de résultat en ce qui concerne la santé physique et psychique de ses salariés. Donc pourquoi s'intéresser à lui puisque ce sont les salariés qui souffrent et lui en est le responsable? Pourtant, comme le souligne Olivier Torres, l'un des rares chercheurs à s'intéresser à la question, de nombreux chefs d'entreprise se suicident en France. Ça ne fait pas la une des journaux. Si on trouve l'info, c'est plutôt dans les faits divers. Parce que forcément, dans ce cas-là, qui dénoncer? Bon, une autre raison tient à l'attitude des dirigeants eux-mêmes. Parce qu'une des caractéristiques du dirigeant propriétaire de son entreprise est d'être totalement identifié à son entreprise. Donc lorsqu'elle va mal, il le nie, il se bat jusqu'au bout en écartant tous les signaux d'alerte qui pourraient se présenter. Puis d'ailleurs, s'il l'avoue, il perd la confiance de ses salariés, de ses clients, de ses fournisseurs, de ses banquiers, et donc il court à la faillite. Et puis enfin, le dirigeant se sent privilégié d'être chef d'entreprise. D'ailleurs, toute la société lui dit. Donc, quelle légitimité aurait-il à ressentir une quelconque souffrance? D'autant que si l'entreprise va mal, il en est le seul responsable. En conséquence, quand il arrive à la limite, la rupture est brutale, qu'elle soit comportementale, avec dans le pire des cas le suicide, qu'elle soit somatique, avec notamment l'infarctus et l'AVC, ou qu'elle soit mentale, avec le burn-out. Alors, ces réflexions m'ont amené à des travaux de recherche au laboratoire Interpsy de l'Université de Lorraine, encouragé par mes directrices Joëlle Liguezzolo et Martine Batt. Alors mon idée est de renverser ces postures imposées par la société, en affirmant que le chef d'entreprise, au même titre que tout autre être humain, a son propre désir de travail, qu'il a lui aussi ses rêves mégalomanes, qu'il subit lui aussi les contraintes du fantasme du labeur, et que du fait de son identification à l'entreprise, il se glorifie des réussites, mais il porte aussi comme un fardeau le poids des échecs. Le dirigeant, comme tout autre être humain, agit en fonction de son désir de travail. Et s'il l'a décodé, il se portera mieux, il sera plus à l'écoute de celui des salariés et il gagnera en leadership humaniste. Alors, je ne suis pas arrivée par hasard à ces travaux de recherche, parce qu'avant d'entreprendre des études en psychologie, j'ai travaillé 17 ans dans le monde de l'entreprise comme auditrice puis directrice financière. Alors j'ai pu ressentir les avantages et les inconvénients de chaque niveau hiérarchique.
Et puis, j'ai participé plusieurs années au comité de direction en étroite collaboration avec le directeur général, Dominique Pierson, que je salue d'ailleurs très chaleureusement. Et ce n'est pas tout. J'ai eu un père extraordinaire, chef d'entreprise d'une PME de 250 salariés, et que j'ai vu toute mon enfance et adolescence se battre avec optimisme pour décrocher de nouveaux marchés et obtenir de nouvelles lignes de crédit. Vivant en permanence dans l'anxiété de ne pouvoir fournir du travail à tous ses salariés, qu'ils connaissaient tous individuellement et qui même pour certains étaient des amis d'enfance. Alors pour la petite histoire, il était alpiniste et il a gravi tous les plus hauts sommets des Alpes. Donc vous comprendrez sûrement qu'il y a là une des clés de ma dette paternelle. Et c'est sans doute l'alchimie de ces différentes expériences qui m'a permis de comprendre que le bien-être du chef d'entreprise est un élément absolument essentiel au bien-être de tous les salariés. J'ai donc rencontré 24 dirigeants de PME que j'ai interrogés sur ces thèmes. Alors, je tiens d'abord à souligner que tous ont remarqué la rareté des occasions de parler d'eux-mêmes et de leur métier. Donc j'ai analysé le contenu de leur désir de travail, et donc pour commencer, au sujet de leur dette paternelle, donc cette pulsion fondamentale développée depuis l'enfance, donc l'adéquation ou non du métier au désir qui va générer des émotions positives ou négatives. Et pour vous l'illustrer, j'ai recueilli quelques paroles de chefs d'entreprise. Alors voilà 2 cas d'adéquation. Donc j'adore ce que je fais, c'est d'une richesse, c'est tellement diversifié, ou bien je suis ravie de ce métier parce qu'il me rattache à mon père que je n'ai pas connu. Et puis un cas d'inadéquation. Si je refaisais quelque chose, ce serait certainement moins rémunérateur, mais beaucoup plus enrichissant. Ensuite, on a le premier pilier, donc celui du rêve mégalomane, souvenez-vous. Donc là, on va trouver du côté positif toutes les ambitions, et puis la recherche d'utilité sociale. Et du côté négatif, toutes les atteintes à ce rêve. Donc voilà un exemple d'ambition. Le plaisir au travail est dans le relevé des défis. Cela nous enthousiasme de réussir à faire quelque chose qui était quasiment mission impossible. Et puis, exemple d'atteinte portée au rêve, la pression des banques est tellement forte, la pression psychologique également. Ils vous parlent au téléphone comme si vous étiez un bandit, alors qu'on a un acte d'engagement signé et qu'on a commencé à rembourser. Le deuxième pilier, donc celui du fantasme du labeur. Donc ici, du côté positif, on va trouver tout ce qui est valorisation du travail intense, les exigences. Et puis du côté négatif, toutes les contraintes de temps, de management, les conflits, la solitude, etc. Un exemple de valorisation du travail intense. On n'a jamais laissé un client dans la panade, même s'il fallait travailler de nuit, et pousser notre fournisseur à travailler de nuit. Et puis, les exemples de contraintes sont nombreux, j'en ai mis quelques-uns. J'ai eu 11 contrôles fiscaux en 30 ans, on peut parler de harcèlement. Ou bien, je ne me suis pas toujours payé mon salaire. Ou bien, alors, j'ai mis un avertissement à un salarié suite aux réclamations de son responsable. Ensuite, le salarié ne m'adressait plus la parole et le responsable me reprochait d'avoir dégradé l'ambiance. Là, vous vous sentez seul. Et puis, dernier exemple, quand j'ai commencé à avoir ces emmerdes, j'ai été surpris que ça m'empêche de dormir et j'ai commencé à prendre des médicaments simplement pour me rendormir parce que je n'avais pas de solution. Ça me mettait dans une telle excitation que je m'inventais une solution en mentant à moi-même pour me rendormir. Et puis le dernier pilier, celui de la haine du désir. Donc là, on va trouver toutes les réussites et les échecs. Un exemple de réussite, la reconnaissance, on l'alimente aussi dans sa tête, en se disant quand on regarde derrière qu'on a quand même construit quelque chose. Et puis un exemple de difficulté. Depuis 1 an et demi, j'ai réglé mes problèmes, j'ai repris une hygiène de vie, là, je suis après la tempête. Le mec qui se réveille sur la plage et qui se dit « ça y est, je suis vivant ». Alors, mes analyses me permettent de mesurer l'équilibre émotionnel de chaque dirigeant sur chacun des domaines du désir de travail. Et parallèlement, j'analyse ces données sous un autre angle où j'évalue l'équilibre entre les sources de plaisir au travail, les sources de souffrance et les ressources déployées. Et en croisant ces 2 grilles de lecture ainsi que certains éléments de personnalité, je travaille à l'élaboration d'un modèle utile à la prévention et à la détection des leviers d'action susceptibles de réduire la souffrance et d'augmenter le plaisir, dans la recherche bien évidemment de la mise en harmonie du désir de travail. Pour le teasing, il faudra attendre ma soutenance de thèse. J'en connais pas encore la date parce que j'ai encore pas mal d'analyses à faire.
Là, on est dans le domaine de la pression du temps, c'est mon fantasme du labeur. Bon, en conclusion, modifions notre regard sur les chefs d'entreprise. Ce sont des hommes et des femmes qui connaissent des joies et des peines comme tous les salariés. N'imaginons pas que leur idéal professionnel se résume à la recherche de productivité. Le désir de travail d'un grand nombre de dirigeants est porté par des idéaux d'utilité sociale. Mais leurs doutes et leurs craintes les font bien trop souvent céder aux sirènes d'un conformisme qui les éloigne de ces valeurs. Ces dirigeants ont besoin de se remettre à l'écoute d'eux-mêmes, de leurs valeurs et de leur désir de travail. Et puis, chacun d'entre nous, entrepreneur ou non, futur entrepreneur ou non, interrogeons-nous sur notre propre désir de travail. Quelle quête poursuivons-nous? Que souhaitons-nous atteindre au fond de nous et qui nous dépasse? Identifions nos contraintes en distinguant celles qui nous stimulent de celles qui nous épuisent. Et puis apprenons à assumer nos réussites comme nos échecs, qui font tous partie du chemin à parcourir. Car prendre conscience des différentes composantes de son désir de travail, c'est décrypter ses agissements, c'est décoder ses ressentiments et son mal-être. Et puis, c'est se donner les moyens de mettre nos actes, et donc notre vie, en harmonie avec notre désir de travail. Je vous remercie pour votre attention.